Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Mon nom est Louise Faubert. Je dirige le Cercle Omer de Serres depuis 29 ans. Ça fait plaisir de vous accueillir à cette conférence. Au nom du Cercle Omer de Serres, au nom du Conseil québécois du commerce de détail, M. Turgeon, merci. Et au nom du groupe Sensation Mode, Mme Chantal Durage, merci beaucoup de nous accueillir. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos participants aujourd'hui. Je vais y aller dans l'ordre comme ça, si vous voulez bien. Monsieur Michel-André Saint-Jean, directeur du marketing digital à la SAQ. Madame Marie Saint-Pierre, designer de mode et entrepreneur. Monsieur Jean-Christophe Bédos, président directeur général de Burks Group, ou du groupe Burks, ça dépend. Et Madame Marie-Claude Lortie, journaliste au quotidien La Presse. Bien sûr, je n'ai pas besoin de vous présenter Monsieur Jacques Nantel, qui va animer cette conférence. À plus tard. Merci beaucoup, Louise. Merci, chers panélistes. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui. Et puis, évidemment, merci à vous tous et toutes de vous être déplacés pour cette conférence midi. Cette conférence va porter sur l'industrie du luxe à Montréal. En fait, on se demande si Montréal est un marché porteur pour les produits de luxe. Sans plus tarder, je vais y aller en rafale. J'ai différentes questions. Par la suite, on ouvrira, et à la toute fin, dans à peu près 45 minutes, 50 minutes, on ouvrira à vos questions. Alors, si vous en avez, gardez-les à l'esprit, on y répondra. Commencez par Marie-Claude. Marie-Claude Lortie. Il y a près de 10 ans, suite à la fermeture des restaurants, je suis sûr que vous en souviendrez, le Chou et les Chèvres, qui étaient deux restaurants, un à côté de l'autre, sur Van Horn à Outremont, vous aviez écrit une chronique particulièrement juste, dans laquelle vous vous demandiez si Montréal était un marché apte à avoir une offre de produits de luxe. Ça fait déjà une dizaine d'années de ça. Quel est votre avis sur cette question aujourd'hui? C'est drôle, je suis allée la relire, cette chronique-là. Puis en fait, ce qui s'est passé depuis 10 ans, c'est qu'on s'est rendu compte que le produit qu'offraient ces deux restaurants-là est très actuel là. C'est le produit de l'heure. Et je pense que ce que je savais pas il y a 10 ans quand j'ai écrit la chronique, c'est à quel point c'était un restaurant avant-gardiste et avec son offre très centrée sur les légumes. Mm-hmm. Puis comme le faisait déjà Alain Passard en France, les triples étoilés Michelin. Et je pense qu'ils offraient un produit qui était très luxueux, mais qui était trop tôt. Ils étaient juste trop tôt pour leur époque. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a vu par la suite, c'est que parce qu'on a beaucoup dit à ce moment-là, incluant moi, que c'était trop cher, puis que les gens n'étaient pas prêts à payer pour ce genre de truc, ils n'étaient pas prêts à mettre d'investir autant pour un produit aussi raffiné, aussi loin de ce qu'ils ont dans leur quotidien. Puis ce qu'on a vu par la suite, c'est qu'en fait, il y avait énormément d'argent en circulation qui était prêt à être dépensé pour la restauration, mais une restauration de luxe qui n'a rien à voir avec la conception traditionnelle qu'on a du luxe, qui est une conception souvent venue d'Europe, des grands étoilés Michelin avec les nappes blanches, avec le cristal, l'argenterie, etc. Ce que les Québécois ont montré par la suite, les Montréalais, c'est qu'ils étaient prêts à dépenser une fortune dans les pieds de cochon et les Joe Beef de ce monde. C'est les deux restaurants où c'est le plus difficile d'avoir une réservation. Et c'est aussi des restaurants où les factures sont quand même assez costaudes, mais qui sont aux antipodes de ce que la gastronomie haut de gamme européenne peut être. Alors, la question, en fait, 10 ans plus tard, ce que je constate, c'est que oui, il y a de la place pour le luxe, il y en a, mais pas nécessairement le luxe traditionnel tel qu'on l'a conçu pendant des décennies, tel que surtout venu d'Europe et venu de France, vu que nos racines culturelles sont là-bas. C'est un point intéressant. Je sais que M. Bédos va vouloir revenir là-dessus parce que vous avez déjà pris position là-dessus, la différence entre la notion de luxe en Europe et ici en Amérique du Nord. Je reviendrai dans un instant, mais je voudrais enchaîner avec Marie Saint-Pierre. Marie Saint-Pierre, votre parcours est vraiment, je le dis en toute sincérité, en tout cas pour moi, très impressionnant. Vous êtes à la fois une créatrice, une entrepreneure, une gestionnaire de très grand calibre, et je pense qu'on peut dire également une artiste. Vous aimez innover tout en offrant des événements accessibles. Votre entreprise est située à Montréal, mais vous auriez pu l'implanter
dans le fond, ailleurs, n'importe où dans le monde. Quelle est la place du luxe dans l'œuvre de Marie Saint-Pierre? Puis surtout, c'est quoi votre définition du luxe? Je vais aller un petit peu dans le sens de Marie-Claude parce que je trouve qu'on est dans l'univers du luxe, l'industrie du luxe, si on veut, elle est dans l'alimentation, elle est dans le vin, elle est dans les produits vestimentaires, dans les accessoires. Et je pense que choisir de faire du luxe à Montréal, c'est pas une évidence. Pourquoi le faire? Pour ma part, il y a deux grandes raisons. En fait, il y a trois grandes raisons. D'abord, je pense qu'on a le talent à Montréal. Donc, au niveau d'une entreprise de luxe, généralement, puis effectivement, c'est un milieu très conservateur, on s'installe dans des lieux où il y a une base de clients, où il y a des talents, puis il y a des disponibilités de ressources. Ici, à Montréal, là, les ressources ne sont pas là. On ne fait pas de textile nécessairement ici, mais on a du talent, même s'il n'est pas spécialisé dans l'industrie du luxe. On a des talents qui sortent des écoles, on a des écoles de mode, on a créé un écosystème, mais on a aussi une clientèle qui est très en avant des mouvements planétaires, qui a un bon nez pour piffer la bonne affaire, la chose nouvelle, et qui consomme pas juste du luxe traditionnel, qui vit pas par l'accréditation de son niveau social, par ses achats, mais parce qu'en général, c'est une clientèle qui est active. On a peu de richesse accumulée au Québec. On est jeune dans notre richesse, donc on n'est pas dans la bourgeoisie, on est dans des gens qui font leur propre richesse, qui sont donc des agents de changement eux-mêmes et qui sont prêts à faire un pari, d'acheter du Marie Saint-Pierre, d'aller dans des restaurants où on offre des produits chers, mais dans un cadre qui n'est pas luxueux, de venir chez Marie Saint-Pierre, qui n'était pas à l'époque, quand j'ai commencé, une entreprise de luxe. J'étais un créateur comme un autre qui a décidé de partir sa marque. On devient une marque de luxe à travers le temps. Le temps est garant du luxe. Il n'y a pas d'autre façon de dire qu'on est un produit de luxe, c'est le temps qui amène cette notion-là. Et chez nous, chez Marie Saint-Pierre, on a décidé, notre clientèle nous a fait comprendre qu'on était un produit de luxe parce qu'il conservait les vêtements longtemps, parce qu'il y avait une pérennité, une qualité, il était prêt à investir dans des pièces. Puis, je voyais des clientes qui portaient des choses, mais sur un nombre d'années et encore aujourd'hui sur des pièces qui vont se transiger dans des ventes à travers d'autres réseaux. Marie-Claude a une vente aussi où il y a du Marie Saint-Pierre qui se revend. Le fait d'être sur des plateformes de revente, ça veut dire que le produit est encore bon au niveau de la qualité, qui a été porté et qui se revend. Donc ça aussi, c'est un gage de luxe. Ce que j'ai décidé comme pari, moi, quand j'ai pris la vocation, si on veut, d'aller plus vers le luxe. À un moment donné, il faut se décider vers quel marché on vise. Je voyais que j'avais une clientèle de femmes, des leaders, des femmes qui étaient prêtes à investir et qui étaient prêtes à porter le nom Marie Saint-Pierre et en faire un produit pas en faire un produit, mais le porter dans les sphères du luxe, c'est-à-dire dans des événements, dans le cadre de galas, de TED Talk, aller donner des conférences. J'ai eu la chance d'avoir une clientèle locale qui a poussé la marque vers le luxe. Parce que je pense qu'à un moment donné, ça prend aussi, je disais, les ressources humaines et financières. Et moi, c'est ma clientèle locale qui l'a fait. Donc, à quelque part, j'ai eu un bon nez de m'installer à Montréal parce que j'ai saisi qu'il y avait des clientes ici sur place. Je dis Montréal, puis je vais élargir sur peut-être l'Ontario aussi, qui étaient prêtes à acheter du luxe sous un angle différent et investir là-dedans pour nous permettre justement de gravir les échelons. Et on a offert un luxe expérientiel, donc qui était technique, qui tenait compte de nouveaux paramètres du luxe. Et je pense que Montréal est une bonne place pour mettre des nouveaux paramètres de luxe. Faire des restaurants très luxueux dans des cadres plutôt relax, plutôt bon vivant, où on n'a pas l'impression qu'on va flasher son argent, mais on va plutôt déguster quelque chose de très typique et de très réfléchi. Alors, très intéressant, en fait, si je comprends bien. Nous sommes une ville de luxe, mais qui se manifeste de façon différente. C'est un nouveau luxe. Ouais. C'est ça, un luxe innovant, un luxe différent. Jean-Christophe Bédos,
Vous aviez abordé déjà cette question-là. En fait, voilà plus de 7 ans que vous êtes PDG du groupe Burks. Vous avez réussi en peu de temps à redonner, moi je vous dirais, les lettres de noblesse à une institution qui en avait bien besoin lorsque vous y êtes arrivé. Il y a quelques années, je me souviens parce que je suis retourné chercher des coupures de presse que j'avais gardées. Dans une entrevue que vous donniez au Globe and Mail, vous aviez apporté une nuance au sujet du luxe, notamment en Amérique du Nord. Nuance que j'aimerais ici partager avec les membres de l'auditoire, et je vais vous citer, si vous permettez. Vous disiez à ce moment-là, dans le Globe and Mail il y a quelques années, « As a matter of fact, I don't like to talk about luxury when talking about Burks. I prefer to talk about prestige. Burks is a prestige brand because we need to make sure that we do not develop an inferiority complex when comparing ourselves with European brands. Luxury belongs to Europe and its history. Prestige is more North American. » C'est fascinant parce que, sans que vous soyez parlé, vous disiez ce que Marie-Claude vient de dire, ce que Mme Saint-Pierre vient de dire. J'aimerais vous entendre là-dessus. J'aime beaucoup cette nuance. Que peut-on tirer comme enseignement pour Montréal, dans la nuance que vous faites entre luxe et prestige? Merci. Merci de me citer en anglais. Hein, c'est pas ma langue maternelle, donc déjà. Mais je voudrais repositionner ces propos dans leur contexte, parce que c'était il y a pas mal de temps, quand je venais d'arriver, et donc j'avais fait les recherches nécessaires, si vous voulez, d'immersion, l'effort d'immersion nécessaire pour comprendre la culture, je dirais la sociologie, qui était mon nouveau contexte ici à Montréal. Et en réalité, il s'agit d'une pirouette sémantique, parce que lorsque je suis arrivé à la direction de Burks, il était important pour moi de redonner confiance aux équipes de Burks. Et par conséquent, l'enjeu, c'était comme un jeu qui consistait à dire, si vous n'êtes pas de Milan, si vous n'êtes pas de Paris, ou si vous n'êtes pas de Londres, ce n'est pourtant pas une raison de complexer. Et ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas d'avenir, nous collectifs, nous n'avons pas d'avenir en tant que maison qui a un propos, qui a prétention à venir apporter quelque chose à l'édifice. Appelons ça le luxe, puisque c'est le mot, je dirais, le commun pour définir la qualité, le haut de gamme, l'artisanat, le talent. Et donc, je m'étais amusé à développer un positionnement de marque en effaçant systématiquement le mot luxe. Et c'est possible. D'autant plus que lorsqu'on est face à ce mot-là, qui a été tellement usé et abusé qu'on ne sait plus tellement quelle est sa définition, on ne peut quand même s'empêcher d'avoir des évocations qui sont celles de l'exclusivité, par exemple. Les grands débats des écoles de gestion en Europe concernant le luxe tournent autour souvent de la notion d'exclusivité, de rupture. Rupture avec le vulgaire, avec le commun. Et la notion d'exclusivité, pour moi, elle est quand même, elle fait référence à une culture ancienne, européenne, qui s'est construite sur des strates au cours des siècles, et siècle après siècle, des strates de classe sociale. Il me semble que l'Amérique du Nord ne s'est pas construite sur ces phénomènes sociologiques. Par conséquent, la question pour moi était de savoir comment on peut développer un langage de design et un langage de marque en proposant des produits de qualité, des produits haut de gamme, avec la marque Burks, et en évitant d'être exclusif. Et au contraire, par rapport à votre question vis-à-vis de Montréal, d'exprimer quelque chose qui, pour moi, dès mon arrivée, m'a donné l'impression d'être très montréalais, la notion d'inclusivité. Et donc, comment faire du haut de gamme en n'étant pas exclusif, mais plutôt inclusif, en essayant de rassembler, en essayant d'être ouvert, en essayant d'être généreux, en essayant d'avoir le sourire plutôt que de faire la gueule quand on est sur un catwalk, sur un défilé de mode. Parce que ce sont des choses qu'on a tous en tête lorsqu'on ferme les yeux,
et qu'on entend le mot luxe. On voit ces espèces de choses très sérieuses qui ne correspondent pas à ce qui m'a donné l'impression d'être une culture montréalaise. Et donc, l'enjeu, c'était de connecter la maison Burks et le langage de marque à un discours canadien, un discours montréalais, plutôt que d'aller essayer de copier les autres ou d'imiter les autres et par conséquent de développer un complexe d'infériorité. D'ailleurs, vous avez lancé une marque de bijoux canadiens. Corrigez-moi si je me trompe, vous utilisez maintenant les diamants canadiens. Nous n'utilisons pas systématiquement les diamants canadiens. Nous utilisons les diamants canadiens pour les bagues de fiançailles. Voilà. C'est très important d'avoir cette notion, c'est un autre sujet par rapport à Burks, mais cette notion de terroir, voilà. Une marque locale. Je ne voudrais pas prendre évidemment les propos de Michel André qui connaît bien la notion de terroir, mais le fait que nous avons la chance au Canada d'être le troisième producteur mondial de diamants, on ne le sait pas beaucoup, hein, et d'avoir une marque qui est la marque canadienne de bijoux, qui est Burks, et de pouvoir, en tant que maison canadienne, utiliser de la matière première canadienne. Finalement, quels sont les joailliers au monde qui ont cette chance-là? Parce que les plus grands joailliers du monde ne sont pas issus de territoires qui sont producteurs de diamants. Alors cette connexion pour moi entre la marque d'origine et la matière première d'origine, c'est comme un château qui utilise le raisin de son terroir. Cette connexion est indestructible. Et donc c'est une proposition de valeur qui est très forte. C'est vraiment très intéressant parce que ce soit en restauration, en mode, en création ou dans le domaine de la joaillerie, vous dites la même chose. Lorsque vous parlez d'un luxe ou d'un produit de prestige accessible, mais avec le sourire, on voit tout de suite le pied de cochon, on voit tout de suite des boutiques de mode qui ne sont pas effectivement celles auxquelles on s'attendrait et qu'on ne souhaite pas nécessairement avoir ici lorsqu'on pense aux boutiques traditionnelles européennes. Marc-André Saint-Jean, vous êtes le directeur du marketing. Qu'est-ce que j'ai dit? Marc-André. Marc-André. D'accord. Oui, c'est compliqué. Non, mais c'est correct. Marc-André, ça va? Vous avez changé de nom. Vous êtes? Ben oui, comment ça? C'est étonnant quand même. Michel André. C'est Michel André. En plus, c'est marqué Michel André. OK, on recommence. Le pire, c'est que je viens toujours avec 2 paires de lunettes, croyez-le ou non. Enfin, Michel André Saint-Jean, vous êtes le directeur du marketing digital à SAQ. Jusqu'en 2013, vous étiez en qualité de directeur des produits de haut de gamme. Ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, où est-ce qu'on fait application pour une job comme ça? Ça a été extraordinaire. Les produits de luxe, il y en a de nombreux à la SAQ. Contrairement à d'autres marchés, comme celui de l'Alberta, à titre d'exemple, où la SAQ tient à offrir une offre de qualité partout sur son territoire. En fait, c'est même dans votre mission. Lorsqu'on lit le mandat de la SAQ, ça y est. Ça a quelques conséquences. Évidemment, peut-être que vous souhaiteriez éventuellement, comme on a vu sur d'autres marchés, avoir certaines boutiques, certains magasins plus haut de gamme, par exemple dans un marché comme Montréal. Est-ce qu'il y aurait lieu de le faire? Et puis, en fait, est-ce que Montréal est un marché qui est suffisamment porteur pour de tels produits de luxe? Et je sais qu'à la SAQ, vous y arrivez, mais par d'autres chemins. J'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, bien effectivement, c'est pas un obstacle, notre mandat, parce qu'en fait, notre mandat, c'est avant tout de s'adapter à la clientèle, à l'évolution des clients québécois, à la dynamique commerciale de notre marché. Par exemple, on a la bannière, on a créé des bannières pour répondre à ces différents besoins-là. On a la bannière dépôt qui est pour des économies sur des achats de volume, puis on va jusqu'au haut de gamme, évidemment, avec la bannière signature. Et puis, justement, cet automne, on va ouvrir dans le quartier de la Montagne, le nouveau quartier du luxe près d'ici, une succursale expérientielle où justement les produits haut de gamme vont prendre toute leur place parce que c'est l'environnement commercial où on va être. Et puis il va y avoir des comptoirs de dégustation pour des produits haut de gamme, pour la gamme signature, pour des comptoirs de dégustation pour des champagnes, des spiritueux premium. Donc, on va faire des promotions croisées. Puis ce que je dirais par rapport au marché de Montréal, quand on regarde nos volumes d'achat
sur les grands crus à la place de Bordeaux ou en Bourgogne, notre volume d'achat dépasse grandement celui du LCBO en Ontario. Et pourtant, les grandes fortunes sont à Toronto, grandes fortunes canadiennes. Et pourquoi on a un si grand volume? Je pense que ça vient des Québécois qui sont avant tout des passionnés, plus que des fortunés. Mais fortunés ou passionnés, les gens ont la même passion et c'est cette passion-là qui fait que on dépasse au-delà du fameux 1% de la population. Là, les ventes de grands vins à la SAQ, ça touche près de 5% de notre clientèle. Avec le programme Inspire, on peut vraiment identifier cette clientèle-là. Et ce qu'on voit, c'est ça, c'est la passion qui est déterminante. Et les gens apprécient le vin pour les qualités intrinsèques plus que le prestige de luxe. Je pense que c'est plus le phénomène de rareté qui vient d'un terroir précis, avec une histoire, un savoir-faire, et puis tout l'aspect mystique de dire que, oui, un vigneron peut contrôler sa matière, et il y a des savoir-faire de plusieurs siècles, mais il est toujours aux prises avec les aléas du climat, et c'est ça qui fait cette rareté-là, puis qui fait les grands débats, quel millésime est le meilleur, puis ça, tout cet engagement-là amène cette passion-là. Et à l'international, c'est ce qu'on est reconnu, notre marché, parce que souvent, les grands producteurs vont distinguer les marchés entre ça, c'est un marché de connaisseurs, ça, c'est un marché de spéculateurs. Et le Québec, malgré sa petite taille, ont réussi à avoir des belles allocations année après année, des grands châteaux. Pourquoi? Parce que historiquement, comme Mouton Rothschild, on a des allocations depuis la fondation de la SAQ en 1921. Et année après année, on renouvelle nos allocations. Précisez ce que vous voulez dire par allocation. Des allocations, en fait, il faut partir. Prenons la Ramonée-Conti, qui est probablement le domaine en Côte-d'Or, en Bourgogne, le plus connu. C'est 1,6 hectares. Ils arrivent à produire 5000 bouteilles. Ça, c'est une bonne année, c'est la production. Puis les aléas climatiques, on les connaît en Bourgogne. Ça peut passer. Il y en a beaucoup, surtout ces dernières années. Donc, les allocations, dans le fond, cette production-là va être répartie vers des marchés, soit des marchés en développement ou des marchés historiques. Le Québec fait partie d'un marché historique, va avoir son allocation à condition de la cultiver, de la conserver, puis de travailler avec sa clientèle pour la conserver. Donc, c'est une forme de reconnaissance, si je comprends bien, de ces grands producteurs à l'effet que Montréal et le Québec seraient, pour les produits que vous commercialisez, le vin, un marché de luxe. Oui, un marché de connaisseurs. Parce que la distinction entre un marché de connaisseurs et un marché de spéculateurs, un connaisseur, c'est quelqu'un qui va avoir développé un attachement à une région, à un style de vin, à un producteur. Puis année après année, il va voir la distinction entre les millésimes, mais il va s'adapter, il va acheter moins, il va acheter plus, mais il va rester fidèle. Tandis qu'un marché de spéculateurs, puis vous parliez de l'Alberta, Calgary est considéré un peu comme un marché de spéculateurs, c'est-à-dire que les grands millésimes, ils veulent tout acheter, les bons millésimes ou moyens, ils ne sont pas intéressés. Donc cette fidélité-là, puis pourquoi on arrive à des bonnes allocations, c'est que pour deux raisons, c'est qu'un marché de connaisseurs, ça offre cette stabilité-là, mais aussi un marché de connaisseurs pour un passionné, un producteur, un petit producteur de la Bourgogne, venir ici, puis avoir un contact avec les gens, partager cette passion-là, c'est beaucoup plus stimulant que, je ne parlerai pas de Calgary, mais c'est beaucoup plus stimulant pour un producteur de travailler, parce que c'est des artistes, au même titre qu'un créateur de mode. C'est un peu la même clientèle dont je parlais tout à l'heure. Oui, effectivement. C'est intéressant votre distinction entre passionné et fortuné. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, peut-être sommes-nous moins fortunés parce que nous sommes plus passionnés. Il y a une grande partie de ça. Je pense que la place de la table au Québec, la gastronomie, crée cette passion-là aussi. Ouais. Jean-Christophe, je reviens à vous. Il y a plus d'1 an, lorsque vous voyez, je vous cite et je vous suis, donc méfiez-vous. Il y a un peu plus d'1 an, lorsque vous aviez fait une conférence devant les membres du Cercle Omer de Serres à Montréal, vous vous en êtes pris à cette habitude qu'ont les détaillants montréalais et québécois en général de solder leurs produits, notamment lorsqu'arrive le temps des fêtes. Cette habitude, disiez-vous, va à l'encontre même de l'importance à démontrer la valeur des produits que l'on offre. Votre propos m'avait, comme pour bien d'autres personnes dans l'assistance à ce moment-là, interpellé. Est-ce à dire que les détaillants montréalais, même s'ils le souhaitaient, ne sauraient pas pour l'instant comment bien vendre des produits de luxe?
Non, loin de moi la prétention de juger mes confrères. Le propos que je tenais, il était non pas tant de juger les détaillants de luxe que de porter, de donner une opinion qui est une conviction sur le commerce de détail en centre-ville. Et on sait combien les commerçants du centre-ville sont menacés par la concurrence que représentent par exemple Carrefour Laval ou 10-30, qui font du bon travail. Et mon propos consistait à dire, si la solution passe par le discount, c'est une fausse route, c'est une fausse piste. J'en suis convaincu, d'autant plus que, je dirais, en termes de proposition de valeur, si on sacrifie nos marges, qu'est-ce qu'on a à proposer? On n'a plus de moyens d'investir dans la transformation des magasins, dans une expérience client intéressante en magasin, et ni non plus d'investir en marketing pour le faire savoir. Donc il y a une forme de comportement suicidaire à discounter, surtout dans la période de l'année qui est la plus achalandée, c'est-à-dire les fêtes. C'était l'objet de mon propos. Maintenant, au cœur du sujet, en réalité, il me semble qu'on ne peut pas se plaindre de la concurrence d'Internet, par exemple, si on n'a rien d'autre à proposer que des remises. Et donc, parce que les remises, on peut les trouver sur Internet. Nous sommes tous des clients autant que nous sommes, et quand on a besoin d'un bon deal, on va d'abord sur Internet. On ne va pas en centre-ville. C'est pour ça que je pense que le centre-ville a vocation à proposer du haut de gamme, a vocation à proposer une expérience de qualité, de manière à ce que les gens prennent la peine de se déplacer, sinon ils ne viendront pas. Et donc, à ce sujet-là, j'avais tenu ce propos il y a 1 an, à l'époque où nous commencions à peine à entrer en rénovation pour le magasin de Bucks en centre-ville, et j'avais dit, moi je fais le pari, peut-être audacieux, mais je fais le pari de partir seul à rénover et faire un magasin qui va être ce qui se fait de mieux à Montréal. On l'a réalisé, le magasin vient de réouvrir, et je suis plus que heureux de l'avoir fait. J'espère que ça va permettre de donner exemple et qu'on va être suivi dans cette démarche, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui tire le premier, sinon on va continuer de se réunir et de se plaindre et rien apporter comme solution. Donc voilà, je pense que, pour revenir sur votre question, les gens, et Marie, ainsi que Marie-Claude et Michel-André l'ont dit, il y a à Montréal de la qualité, il y a à Montréal du talent, il y a à Montréal des tas de propositions qui sont extrêmement intéressantes. Et donc, je pense qu'il ne faut pas faire un procès à Montréal en disant qu'il n'y a pas de place pour le luxe. Je ne crois pas du tout à ça. Excellent. Merci beaucoup. Je me permets de rajouter un peu à votre propos parce que l'an dernier, à la même place, exactement à ce temps-ci de l'année, on avait comme panéliste François Roberge, le président cofondateur de La Vie en Rose. Et François nous disait qu'à La Vie en Rose, on ne solde pas, notamment dans le temps des fêtes. Il y a des soldes pour le Black Friday. Et puis après ça, on rentre les collections de Noël et on ne les solde pas. Et il me disait que ça porte fruit. Et non seulement ça, mais il a dû éduquer, conforter ses gérantes qui étaient convaincues qu'ils ne feraient pas leurs chiffres. Mais effectivement, année après année, ça fonctionne. Vous avez raison. Très intéressant et très heureux de vous l'entendre dire. Marie Saint-Pierre, sur le site de votre entreprise, et moi, ça m'a fasciné de lire ça. Moi, je suis curieux de nature. Et la personne de marketing que je suis a été fascinée de voir que vous ne présentez pas. Je trouve que c'est très habile. Moi, j'aime beaucoup lorsqu'on va au-delà des simples traductions. On ne présente pas Maison Marie Saint-Pierre de la même façon en anglais qu'en français. En anglais, on dit Maison Marie Saint-Pierre is one of the first Canadian luxury houses. Donc, on mentionne le mot luxe. En français, vous prenez une approche qui est différente. Vous dites Maison Marie Saint-Pierre est une marque reconnue comme un gage d'innovation et de savoir-faire sur la scène de la mode internationale. J'ai trouvé ça extrêmement astucieux, très subtil, mais j'aimerais ça que vous nous l'expliquiez.
Mais en fait, je vais rebondir un petit peu sur ce que Jean-Christophe disait plus tôt. C'est difficile de s'approprier des termes qui sont tellement porteurs, comme le luxe, qui appartient en général à l'Europe, évidemment la France, l'Italie, pour pas dire Paris, Milan et New York et Londres. Donc, pour dire qu'on est dans un univers de luxe, ça prend du bagage. Hein? Vous parliez des strates, mais ça prend le temps. L'équipement, les infrastructures qui fait qu'on bâtit quelque part à travers le temps une industrie du luxe. Ici, on corrige les choses, on les fait plus rapidement, on prend des détours, on fait notre propre luxe. Moi, j'ai nommé le luxe chez Marie Saint-Pierre le luxe expérientiel, qui est en train de devenir un terme qui s'élargit parce que j'étais inclusive de l'expérience du client dans le vêtement. Donc, j'avais donné une petite note au luxe pour le singulariser, lui donner une propriété unique à Marie Saint-Pierre. Le mot luxe expérientiel, ça n'existait pas collé ensemble avant que nous, on l'utilise, il y a peut-être 5-6 ans. Aujourd'hui, on entend ça partout. Parce qu'on avait deviné que le luxe, le nouveau luxe, serait plus juste un luxe ostentatoire, mais serait un luxe d'expérience. Et c'est pour ça que je reviens toujours à les clientes qui étaient ici, je sentais que j'avais des clientes qui étaient capables de comprendre ça, qui étaient capables de mesurer cette expérience-là, et qui étaient capables de jouer le jeu de l'expérience. Quand on traduit un site Internet, effectivement, il faut faire attention parce que les gens peuvent penser qu'on se prend pour quelqu'un d'autre. Puis quand on utilise le mot luxe, effectivement, tout d'un coup, c'est soit qui est galvaudé, qui n'est pas utilisé à la bonne place, ou soit on n'arrive pas à trouver la définition dans le cadre de ce qu'on fait. Ça prend du temps avant de dire qu'on est une maison de luxe, puis de la construire. Iriez-vous jusqu'à dire, parce que dans le dernier livre que j'ai écrit avec Jean-Marc Léger, je ne veux pas me citer, là, mais c'est parce qu'il y a tout un chapitre sur le fait que le Québec est une société hautement consensuelle. On aime tous être ensemble, tout le temps. Tellement que des fois c'est fatigant. Iriez-vous jusqu'à dire que c'est presque dangereux d'avoir une proposition ostentatoire de luxe au Québec? Oui. Ben moi, je pense que les gens auraient peut-être pris ça de façon un petit peu... je pense que ça les aurait peut-être grattés un peu. Alors, le fait d'expliquer qu'est-ce qu'on était, de lui donner un autre type de mots, vous avez parlé de prestige, vous avez parlé... Mais quand on est sur le marché nord-américain, il ne faut pas chercher à changer le dialogue, puis on ne peut pas changer les catégories dans lesquelles on appartient. Quand on vend dans des magasins, on fait partie on est soit luxury, on est soit premium, ou on est soit... On peut pas... Donc, au niveau anglophone, on devait être spécifiquement dans notre créneau de marché. On ne pourrait pas réinventer un autre mot et dire on est... handcraft, new luxury, ça ne fonctionne pas. Il faut utiliser le bon terme qu'ils comprennent. Donc, c'est pour ça qu'il y a une nuance. En même temps, c'est sûr qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être corriger puis amener tranquillement un lien entre l'anglophone et le francophone. Mais quand on l'a fait, on avait vraiment deux types de clientèle assez différentes sur le marché de l'Ouest canadien, sur le marché des États-Unis et le Québec, qui est notre fort, où c'est ici qu'on s'est développé, c'est ici que notre clientèle nous a dit « Oui, ton produit est bon, tu peux aller ailleurs. Oui, on a investi dans ton produit. » Donc, c'est la nuance qui a été faite sur le site, mais ça me force à réfléchir qu'on aurait peut-être aujourd'hui, sans avoir peur des mots, rester quand même, tout en expliquant qu'est-ce que c'est pour nous. Puis je pense qu'en lui en donnant un attribut, on pourrait aujourd'hui se permettre de marquer luxe expérientiel sur dans notre présentation. Très intéressant. Marie-Claude, s'il y a une journaliste à Montréal qui suit les tendances de l'art de vivre du luxe, c'est bien vous, là, puis on l'apprécie grandement. Je trouve que vous le faites et vous le faites à merveille. Montréal, c'est un marché, c'est fascinant lorsqu'on regarde les chiffres. Écoutez, c'est un marché de 4 millions d'habitants, on s'en doute bien. C'est un marché qui est 10 fois grand comme celui de Florence. Il est 5 fois grand comme celui de San Francisco. Il est 2 fois grand comme celui de Vienne. C'est quand même pas rien. Pourtant, il y a plein de bannières de luxe qu'on retrouve dans les villes que je viens de mentionner qui ne sont pas à Montréal, ou très peu à Montréal. Comment l'expliquer? Moi, j'ai une théorie. Je ne l'ai pas mesurée, je n'ai pas fait d'études de marché. Oh, pardon. Je n'ai pas fait d'études au HEC. Là. Fait que je ne sais pas... Vous êtes toujours bienvenue, hein? Je n'ai pas demandé au HEC de faire l'étude sur ma théorie, mais ça rejoint un peu ce dont Jean-Christophe parlait, puis aussi un peu... ce que Marie disait aussi. Ma théorie, c'est que
au Québec, il y a eu la Révolution tranquille dans les années 60 qui a donné accès à l'éducation à une population qui n'avait pas accès à cette éducation-là avant et qui a transformé une société qui était très inégalitaire avec vraiment une toute petite élite qui avait accès aux produits de luxe, notamment aux produits de luxe européens, parce que ces gens-là avaient des accès au voyage que le reste de la population n'avait pas. C'était ultra polarisé. Et la Révolution tranquille a fait que les gens ont eu accès à l'éducation, ils ont eu accès à des postes très bien rémunérés, de médecins, d'avocats, de hauts fonctionnaires, de grands gestionnaires qu'ils n'avaient pas avant. Et donc, il y a eu une masse critique de gens qui sont arrivés sur le marché de la consommation dans les années, je dirais, fin 70, 80. Puis leur attitude face à la consommation a vraiment marqué qu'est-ce que le Québec est devenu. Fait que là, je sais pas, il hoche la tête. J'ai pas encore dit niaiserie. C'est bon. Je vous suis. Et tout ça a fait en sorte qu'ils ont vraiment façonné le marché. Et ils ont façonné le marché avec leurs goûts et leurs besoins. Et s'ils ne s'étaient pas fait raconter par leurs parents, comme c'est le cas en Europe, qu'avoir une montre Philippe Patek, c'est la fin du monde, c'est ce à quoi on doit aspirer, puis c'est quoi tel grand vin, puis c'est quoi, pourquoi il faut en avoir la chance, il faut avoir la chance un jour d'en boire, puis toute cette éducation-là qui se fait. Moi, dans un de mes voyages, j'avais été frappée, je suis allée chez un triple étoilé Michelin à San Sébastien qui s'appelle Arzac, et le chauffeur de taxi qui nous a amenés là était sans connaissance de savoir qu'on allait là. Il rêvait d'aller là, puis il me dit, je mets des sous de côté, je vais y aller, puis on va y aller une fois par année, puis tous les chauffeurs de taxi, ils vont une fois par année. C'était un pèlerinage. Moi, je me rappelle pas d'avoir entendu des chauffeurs de taxi à Montréal me parler comme ça, parce que ça fait pas partie des rêves qui sont inculqués depuis des générations. Et je crois que toute cette façon de rêver qui a été associée au luxe dans les grandes sociétés traditionnelles européennes, comme elle n'a pas été inculquée ici, ben, ça fait en sorte qu'il y avait beaucoup de marques qui tombaient un peu dans le vide. Ils arrivaient ici, puis les gens, ça ne faisait pas rêver les gens de la même façon. Toutes les grandes marques, les quartiers de ce monde, puis tout ça, ça faisait rêver quelques personnes, mais de façon générale, l'impact était complètement différent. Et c'est important de faire une distinction avec l'argent, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'argent. On a blâmé, on a dit, il n'y a pas assez d'argent à Montréal, il n'y a pas assez d'argent. Moi, je crois qu'il y a de l'argent, mais sauf que cet argent-là a été dépensé complètement différemment. Sur des maisons, tranquillement, le vin s'est développé. C'était comme un peu la gastronomie, ça a été la première porte, je dirais, où est-ce que les Québécois sont passés. D'ailleurs, Robuchon s'est installé à Montréal. Oui. Puis, à ce que je sache, ça marche, là. C'est pas, ils sont pas en faillite au bout de... Ouais, il y a eu tout un débat à ce sujet-là, mais... Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les grandes marques se sont pas installées à Montréal de la même façon qu'elles se sont installées dans des beaucoup plus petits marchés en Europe, mais où est-ce que leur rayonnement intrinsèque, leur place dans la culture, dans l'imagination, était complètement différente. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Et la nature des produits également. Juste par complément, un des marchés les plus importants pour Harley-Davidson, c'est au Québec. Ben oui, puis il y a de l'argent, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Mais je crois que ça change. Je veux juste dire une dernière chose, c'est que je crois que tout ça est en train de changer, parce que je pense qu'il y a un buzz international autour de Montréal, chez les milléniaux, dans la culture, le fait qu'on soit à la fois nord-américain, mais pas américain. Je sais pas si je peux mettre l'amitié de Meghan Markle pour le Canada et pour la marque Burks dans ça, mais il y a comme quelque chose qui se passe autour. Pardon? Oui, tout ça. Il y a quelque chose il y a comme le branding du Canada est très bon. Je pense que le fait que Essence a décidé de s'installer ici, d'investir dans sa boutique vraiment nouveau concept dans le Vieux-Montréal, veut dire quelque chose. Puis là, depuis qu'ils ont ouvert, ils n'arrêtent pas de faire venir les Virgil Abloh. Puis ils m'envoient des courriels. Ils ont toujours une nouvelle vedette qui est là. Quand la boutique a ouvert, on allait dans les restaurants puis on croisait des designers, Jacques Mus et compagnie. Je ne sais pas si vous les avez croisés. En tout cas, dans le monde de la mode de pointe, là, c'est comme si Montréal est là en ce moment. Il y a vraiment un buzz. Alors, je crois que... Puis il y a des marques montréalaises qui marchent bien. Dime, qui marche bien. Puis
puis ma cage, puis en tout cas, là, je suis désolée, je suis devant plein de gens de mode, puis je vais oublier plein de marques. Mais il y a quelque chose qui se passe qui fait que les marques montréalaises, je pense, puis les marques canadiennes, puis c'est comme des nouveaux créneaux qui vont avoir leur place ici. Mais ça ne sera pas nécessairement les anciennes, les Gucci, les tout ça, là, qui sont comme un peu l'ancienne école, même s'ils se renouvellent, là, qui demeurent quand même associés à une vision du luxe. Donc, une façon différente de concevoir et d'exprimer la mode. C'était ma théorie. Vous vouliez rajouter? Si vous m'invitez à rajouter, je vais rajouter. Mais j'ai été très attentif à ce que dit Marie-Claude, parce que moi, j'ai observé, pour avoir travaillé beaucoup à Paris, beaucoup à Londres, et dirigé des maisons qui avaient des magasins dans des villes, comme vous les avez cités, soit Florence, San Francisco. Et il faut, je crois, pas oublier que pour qu'il y ait une industrie du luxe, pour qu'il y ait des magasins de luxe dans une ville, on ne peut pas juste compter sur la clientèle domestique. Ça ne suffit pas. Économiquement, pour qu'il y ait un écosystème du luxe, il faut qu'il y ait un brassage, il faut qu'il y ait un flux de visiteurs, de touristes, que ce soit une clientèle d'affaires, une clientèle de plaisir qui vient dans les restaurants, dans les hôtels. Donc, de toute façon, le luxe est un écosystème. Il ne faut pas qu'il y ait juste une offre de magasin, il faut qu'il y ait une offre de restaurant, une offre d'hôtel, une offre de services haut de gamme, de manière à ce que la clientèle qui apprécie ces choses-là puisse se sentir à l'aise. Maintenant, c'est une chose, pour qu'il y ait aussi industrie du luxe, il faut qu'il y ait une classe moyenne. J'en suis absolument convaincu. D'avoir une classe haut de gamme de gens très fortunés ne suffit pas. C'est très intéressant. Parce qu'une fois que ces gens-là... n'oublions pas que le luxe, en tout cas en tant qu'industrie tel qu'il est devenu aujourd'hui, ce n'est pas juste des artisans, c'est une industrie. Et le luxe, c'est quand même ce que l'on s'offre comme, je dirais, les attributs de la réussite. Et là, c'est lorsqu'il y a acquisition de richesses, pas forcément de fortune, que l'on a envie de s'offrir une montre Cartier, une montre Patek Philippe ou un bijou Birks. C'est quand on a envie de se faire plaisir. Les grandes fortunes ont déjà toutes ces choses-là. Et là, le luxe, ce n'est pas un métier d'épicerie, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller tous les jours acheter, consommer du luxe dans les magasins de luxe. Donc il est très important du point de vue économique d'avoir une classe moyenne dynamique qui a l'impression de s'enrichir et qui a envie de le faire savoir. Le luxe vient de là. De toute façon, on n'évitera jamais le côté ostentatoire de cette industrie. Donc, classe moyenne forte, qui gagne de l'argent, économie dynamique, et puis surtout des flux de tourisme, de clientèle qui vont, qui viennent, qui passent. On prend des villes comme Cannes ou Nice, qui sont des villes où il y a de très beaux magasins de luxe, mais des villes où la clientèle locale consomme très peu. Ce sont de petites villes, tout à fait. Michel Landry, voilà. Et moi, ce que je remarque par rapport dans notre domaine, au niveau des marques de luxe, si je regarde au niveau des bières artisanales ou des spiritueux, les gens, il n'y a pas si longtemps, dans les spiritueux, c'était que les grandes marques premium qui fonctionnaient, Grigos et compagnie. Et là, les gens vont plus vers des bières craft ou des spiritueux locaux, et c'est le phénomène partout dans le monde, les distilleries qui s'installent au centre de Londres, les distilleries qui s'installent dans tous les quartiers branchés, et les gens, on dirait que c'est ça qui sont à la recherche de l'authenticité et de voyager avec le produit, de voyager, connaître le terroir, qu'est-ce qui est le gin Saint-Laurent qui vient des algues marines, tout ça, et ils se dirigent vers ça, et c'est moins les grandes références de marques qui sont construites par à grands coups marketing, plus que des histoires de petits artisans locaux. Et ça, c'est un phénomène, en tout cas, dans notre domaine, on le voit beaucoup. Peut-être que ça explique un peu cette... Bref, encore une fois, peu importe le domaine, la notion même de luxe se redéfinit et donne justement la possibilité à une ville comme Montréal, qui est une ville innovante, de pouvoir s'y positionner. Je voudrais enchaîner un petit peu sur ce que vous avez mentionné tout à l'heure, parler un peu de chiffres, si vous me permettez, Michel Landry. Le premier, évidemment, je suis certain qu'il y a des gens dans la salle qui ont dû y penser à celle-là, mais en tout cas, moi, je vais poser la question. Vous parlez des Romanée Conti qu'on avait ici parce que on annonce combien de bouteilles par année? Sur les 5000, on en reçoit combien à Montréal? Ça, c'est ma première question. La deuxième, ça en vient.
La plupart des distributeurs vont jamais dévoiler leurs chiffres. Un chiffre entre 1 et 5 000, disons. Parce qu'on ne veut pas se faire voler nos allocations et justement, M. Aubert de Vilaine, lui non plus, veut pas que. Parce que là, après ça, les gens font des parallèles. Comment ça se fait que le Québec. Mais ce que je vous dirais, c'est que ça joue dans moins de 100 caisses. Moins de 100 caisses, donc Ouais. moins de 120 bouteilles sur 5 000. C'est quand même beaucoup, quand même. Oui, c'est quand même. Bon, ma deuxième question, en fait, ma deuxième question que je ne voulais pas poser, mais je vais vous la poser, c'est vous n'avez pas apporté une par hasard. Oui, Mais- donné. Ouais. Mais sur SAQ.com, on a plusieurs crus. Mais en fait, ma deuxième question, c'est, on parlait justement du tourisme. Est-ce que le fait d'avoir des allocations, par exemple, sur ces 120 caisses-là, je présume qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour acheter ces produits-là? En fait, ça c'est aussi, si on rentre dans le marché de la spéculation, le marché de la revente, il y a une chose qui est vraiment importante, puis on prend encore l'exemple de Romanée-Conti, c'est que les allocations sont vraiment pour ton territoire et tu peux perdre justement ton allocation si tu t'adonnes à de la revente ou du marché gris et tout ça. Et ça, encore une fois, c'est un gage que la SAQ a. Oui, certains clients vont faire de la revente et tout ça, mais la SAQ n'a jamais encouragé la revente. Et la plupart des clients, hein, et nous, on prend encore l'exemple de Romanée-Conti, chaque bouteille est numérotée. Et si une bouteille se retrouve dans un marché à Hong Kong, Vente aux parallèle, enchères. vente aux enchères, tout ça, on a automatiquement un appel soit d'un négociant ou comment ça se fait qu'est-ce qui explique ça. Puis, Mais c'est la force du mot luxe qui est en train de définir, défini par les gens qui la font, puis qui décident de tous les paramètres de la vie de leurs produits jusqu'à la fin. Il y avait un grand article aussi sur tous les marchés gris en ce moment du luxe. On n'a pas parlé d'e-com, personne, on a l'impression on n'est pas dans la bonne génération, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Ces paramètres-là qui, évidemment, M. de Viviane, il peut décider ce qu'il veut, il peut chicaner quelqu'un parce qu'il a ouvert la bouteille avec la mauvaise personne, parce que ça pourrait quasiment aller jusque-là, là, tellement qu'il est intrusif dans sa revente. Créer de la rareté, c'est aussi un phénomène qui a monté le luxe. contrôler sa distribution. Contrôler sa distribution. Mais en même temps, en donnant accès, on parlait d'un luxe qui était moins ostentatoire, qui était plus accessible. Toutes les compagnies de luxe en ce moment font des running shoes. On le sait, ils font tous des sneakers parce que c'est la façon d'accéder puis de faire monter aussi la valeur de l'entreprise. Donc, le luxe se redéfinit à tous les jours dans ces paramètres-là. Moi, quand j'écoute ça, j'ai l'impression d'entendre des cours d'école sur l'industrie du luxe. Puis là, voici comment c'est fait, la maroquinerie, toutes les segmentations de marché. Aujourd'hui, on est en train complètement éclaté. Bien, il faut que ça éclate parce qu'un jean Saint-Laurent a peut-être les mêmes attributs qu'un grand jean, je ne sais pas quoi. Là. Mais, Island. Island. Excusez, c'est Scotch. Bon, vous voyez comme je connais rien dans le gin, mais non, mais c'est qu'il a le droit à son histoire et il a le droit d'être un produit unique et effectivement une offre de luxe parce que tellement développé sous microscope avec une particularité. La créativité est au centre du luxe, l'innovation est au centre du luxe. Est-ce que Montréal est une ville plus créative que la moyenne des villes? C'est ce qu'ils disent. Est-ce que ça nous avantage? Je pense que nos cultures hybrides à Montréal, on est des Européens, on est des Américains, puis on est des Canadiens anglais aussi parlant. Puis je trouve que ces trois, je vais peut-être en ajouter une, mais je trouve que ces trois cultures différentes fait qu'on est comme sur une plateforme. C'est le fun les triangles. Hein, il y a souvent ça dans la il y a comme un échange culturel. Moi, je suis très nord-américaine dans ma façon de concevoir mes vêtements. Par contre, j'ai une pensée européenne parce que c'est ma culture au niveau du développement, puis de la créativité, puis de la façon dont je structure ma business. Puis en même temps, je pense que c'est un atout incroyable d'avoir ça, d'avoir cette complémentarité-là des deux mondes, de l'ancien monde peut-être, puis du nouveau monde, qu'on pourrait globalement dire. On est dans une bonne
à une bonne place, géographiquement parlant aussi. Dans les années 60, il y avait un boom à Montréal, c'était la ville. Tout le monde passait par Montréal. On le voit, on est en train de faire renaître la chambre de John Lennon, puis Yoko Ono, les bed-in. On a eu l'Expo 67. La ville était orientée vers le monde. On s'est refermé après et je pense qu'on est en train de se réouvrir. Puis je pense que cette offre de luxe-là qui est en train de se bâtir va ramener les gens à Montréal pour venir dépenser, pour venir investir. Il ne faut pas oublier que c'est important d'avoir non seulement un écosystème, mais il y a un timing dans la vie. Quand Toronto met, par exemple, des taxes sur l'achat immobilier et que le Québec n'en a pas, tout d'un coup, oups, on rebalance, on crée un nouvel équilibre qui a été défait par la langue dans les années 70. Alors, on est en train de recréer un écosystème. Tout d'un coup, ça devient intéressant d'investir à Montréal dans l'immobilier. Vous faites un magasin, vous investissez des millions dedans, c'est pas grave, l'immobilier le vaut. Quand des compagnies comme LVMH vont investiguer des territoires complets à Miami, dans le Design District, ils construisent pas des magasins à 1 ou 2 millions, ils construisent des magasins à 200, 300 millions, mais ils donnent la valeur à leur immobilier. Alors, tout ça, ça vient comme un bulldozer qui passe. Quand le luxe commence à rentrer quelque part, puis que les gens commencent à investir, puis donner de la valeur à quelque chose, tout d'un coup, tout se met en place. Une des questions que je vais poser à tous et à toutes, avant d'ouvrir à vous qui êtes ici, il n'y a pas de boutique ici à Montréal, pas plus qu'au Québec, de boutique dédiée, une boutique quartier. Il n'y a pas de boutique Burberry. On en va retrouver ces produits-là un peu partout, mais il n'y a pas de boutique, il n'y a pas d'épicerie de luxe Fauchon ici. Si je comprends bien votre propos, il est possible qu'il n'y en ait jamais. Il est possible que la redéfinition même du luxe, tel qu'on est en train de le concevoir à Montréal, fasse en sorte que on y arrivera peut-être, mais c'est peut-être pas nécessaire non plus, ou ça sera peut-être le cas, mais en conséquence de ce qu'on est capable de développer ici. Est-ce que je vous interprète mal? J'aimerais vous entendre là-dessus. Marie-Claude. Bien, moi, ma réponse, c'est est-ce qu'on a envie qu'il y ait un Fauchon ici? Je suis pas sûre qu'on a besoin de ça. Je suis pas sûre qu'on ait besoin qu'une marque comme celle-là vienne ici nous dire qu'est-ce qu'on devrait acheter comme confiture, puis comme macarons, puis comme huile d'olive. Il y a des gens qui le font très bien. Il y a des marques québécoises incroyables qui sont en train de se développer dans le détail, mais aussi dans les produits. Moi, j'ai fait un reportage qui va paraître, minute publicitaire, qui va paraître jeudi dans la presse. C'est sur une marque de chocolat incroyable. C'est un couple, une ingénieure avec un informaticien qui a lancé une marque qui s'appelle Cantu. Et c'est du chocolat qui est fait avec des fèves de cacao importées directement des producteurs au Pérou uniquement, et uniquement des variétés ancestrales. Fait que là, on est comme dans les grands crus, là, comme le vin. Là. C'est seulement ancestral, seulement direct, seulement bio, seulement tout ça. Ça coûte entre 12 et 14 $ pour 60 grammes de chocolat. Mais cette marque-là récolte des prix dans les concours internationaux. Ils ont un fan club à Londres et qui sont en train de développer un marché de luxe pour ce produit de niche-là. Et je crois qu'au Québec, on en a de plus en plus de ça. Des gens qui font des sirops d'érable vraiment très spécifiques, des gens qui développent... Moi, je me disais, cette année, je trouve que les fruits de l'Ontario sont tellement extraordinaires à cause du climat. Je me disais, ils devraient nous vendre ça, avoir comme des espèces d'appellations sur les terroirs spécifiques comme le melon de Cavaillon puis les pruneaux d'Agen. Pourquoi on ne fait pas la même chose au Canada avec nos produits, puis à ce moment-là, il va y avoir une valeur ajoutée incroyable si on commence à spécifier exactement d'où ça vient. Il y a moyen de créer ça, puis sérieux, je ne pense pas qu'on a besoin de Fauchon pour venir nous le dire. Et je crois que l'attrait de cette marque-là, elle est comme... Je ne suis pas sûre qu'elle a encore sa place aujourd'hui. Parce que l'autre chose que j'allais dire, c'est que ce qui est de plus en plus rattaché au luxe, c'est le prix, ce sont les produits qui sont chers parce qu'ils sont faits à la main, parce qu'ils sont bio, parce qu'ils sont naturels, parce qu'ils sont faits avec des produits, parce qu'ils ne sont pas industriels en fond. Le luxe, il y a beaucoup de ce luxe-là en ce moment. Je suis allée dans un truc en fin de semaine, puis les gens se disaient « moi c'est du lin bio, ce que je porte. » C'est pas « moi, c'est Cartier » ou « moi, c'est Louis Vuitton ». Alors, j'ai l'impression qu'on est ailleurs, et que ces marques-là, quelque part, à moins qu'elles se renouvellent de façon vraiment
flamboyantes, là, comme il y en a qui ont réussi de le faire, là, comme Balenciaga en ce moment. Il y a des marques de vêtements notamment qui ont réussi à se réinventer. Mais il y a je suis pas sûre qu'on ait besoin. Je pense que l'impact des médias sociaux joue beaucoup, où les gens sont de plus en plus à la recherche d'expériences uniques, de découvrir un produit qui est unique, puis en même temps de dire, ben, moi je me démarque parce que je consomme différemment, parce que je découvre des choses avant tout le monde, et ça fait en sorte que les gens, dans le domaine, je faisais référence aux productions locales, mais les gens, il y a de plus en plus d'influenceurs, de dénicheurs, de tendances qui veulent être les premiers à découvrir un produit, puis de s'écarter des grandes marques de prestige parce qu'ils veulent se définir différemment, puis ils ont des followers, puis ça devient important que je ne prends pas les mêmes chemins que tout le monde, je suis à la recherche, je suis hors des sentiers battus, puis il y a des marques qui sont très éphémères, mais ça fait en sorte que oui, les grandes marques vont rester une référence, mais il y a de plus en plus de place à tout ce qui est artisanal et local. Puis ça crée de la conversation aussi. Alors, comme aujourd'hui, de créer une conversation autour des produits qu'on commence à affectionner, qui nous sont chers à nous et qui ne sont pas chers à juste une économie ou une tradition, mais qui viennent nous chercher à l'intérieur de ce qu'on est, dans notre culture, dans notre façon de voir les choses. Quand Marie Saint-Pierre a décidé de faire des vêtements qui étaient à la base confortables, puis j'utilise ce terme-là, mais j'aimerais mieux parler de bien-être. Les gens disent, mais non, mais dans le luxe, on ne fait pas des choses confortables. Tu ne veux pas que ce soit confortable. Ça n'existe pas. Alors, j'étais déjà antinomique par rapport à ce que je... Mais pour moi, de faire en sorte que les gens se sentent bien et que ce n'est pas le vêtement qui les fait bien sentir, c'est une expérience commune. C'est différent de ce qu'il y a comme offre. Et quand tu l'enfiles, ben, tout d'un coup, tu comprends le price tag, tu comprends. Avant ça, tu ne peux pas le comprendre. C'est vraiment à l'expérience que tu vas vivre un vêtement Marie Saint-Pierre. C'est pas en le regardant sur un simple. Quand tu goûtes à quelque chose, on a beau dire que c'est 60$ ou 50$ ou 20$ ou 5$, c'est quand tu le goûtes que tu fais la différence. Alors, peu importe le prix que tu mets, si tu dis que ça vaut 60$, ben, il faut que le goût t'amène quelque part à ce price tag-là. Et les gens aussi, par rapport à l'histoire, par rapport au footprint aujourd'hui, tout est important. Tu ne veux pas encourager une industrie qui est polluante ou qui engage des enfants pour coudre des vêtements. Tu fais attention quand tu as un peu de sous. Quand tu es un amateur de luxe aujourd'hui, tu ne veux surtout pas être pris dans un dilemme où tu investis ton argent dans des sociétés qui sont dans les armements ou qui sont des pollueurs, qui investissent dans Monsanto ou des choses comme ça. Ouais, ou comme Burberry qui vient de détruire là, pour, je sais pas, 38 millions, une affaire de fou. Mais ils font ça quotidiennement. Oui, ils font ça régulièrement. Mais eux, on a des centres de prix de ça. Ben, effectivement, c'est quelque chose qui n'est plus acceptable aujourd'hui et qui est connu et diffusé. Vous avez tout à fait raison. Ouais. Écoutez, le temps file. On parle, et c'est intéressant, toujours cette différence entre expérience et luxe ostentatoire, la notion de créativité, la notion de Montréal qui est capable d'amener ce genre de créativité-là, l'émergence d'une nouvelle forme de luxe, la notion de prestige versus le luxe. Dans un instant, parce que malheureusement le temps file, on va ouvrir à vous du public. Est-ce que... À propos, oui. Je voudrais, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais j'aimerais apporter une nuance, parce que on parle beaucoup de petites choses qui sont très spéciales, très qualitatives, très recherchées, et ça fait partie de ce qui est une force d'entraînement pour le luxe. Mais le marché du luxe, c'est aussi des marques ultra connues, ultra haut de gamme. Et je pense, pour revenir à votre question, est-ce qu'il y a de la place pour une boutique Cartier ou à Montréal ou une boutique Fauchon? Je pense que oui. Mais il y a de la place pour autre chose, et c'est tant mieux, et je suis convaincu que c'est vrai, mais les clients du luxe, une grande partie de la clientèle du luxe, ne sont pas nécessairement des gens très connaisseurs qui veulent trouver ce qu'il y a de plus pointu, c'est aussi des gens qui ont besoin de se conforter et de se rassurer en portant des marques que les autres voient sur eux. Ouais, visiblement. Donc on reconnaît très vite un sac Vuitton et ça fait plaisir d'avoir un sac Vuitton. On reconnaît très vite une montre Rolex ou une montre Cartier et ça fait plaisir de savoir que les autres le savent. Donc l'univers du luxe, c'est ce marché-là. Pour Birks,
nous choisissons de développer notre marque de bijoux, mais parallèlement, nous distribuons des marques qui sont des incontournables dans le monde du luxe. Et depuis qu'on a réouvert début juillet, que ce soit avec Rolex, Van Cleef & Arpels, que ce soit avec Cartier, c'est incroyable de voir le nombre de nouveaux clients dans notre magasin rénové qu'on ne voyait pas avant, qui sont des nouveaux venus, des nouveaux résidents à Montréal, et qui viennent chercher ça. Donc, qui bien sûr vont découvrir Birks, puisqu'ils rentrent dans notre magasin, mais qui viennent d'abord pour chercher des marques qui sont des piliers, des phares dans cet univers du luxe. Donc, différentes façons, différentes évolutions en matière de luxe. Vous parliez de l'importance de la marque de la griffe. Je ne peux pas m'empêcher de partager une expérience. Au début de ma carrière, j'ai travaillé souvent et assez longtemps à Douala, au Cameroun, et j'étais toujours fasciné de voir à quel point les gens là-bas oubliaient d'enlever les étiquettes sur leur complet. Non, ils n'oubliaient pas. Ben oui. Ils les laissaient. Oui, ils les laissaient sur la manche. Un peu partout. Et au c'était début, j'étais là, t'as oublié ta... Non, tu touches pas. L'importance de la marque, ça demeure quand même. Ouais. Écoutez, je suis sûr que vous brûlez d'envie de poser des questions, mais avant, j'aimerais que l'on applaudisse et qu'on leur remercie notre panel. Quatre domaines différents, le domaine des boissons alcoolisées, le vin en particulier, le domaine de la mode et de la création, le domaine de la gastronomie et le domaine de la joaillerie. Et pourtant, on a des propos qui convergent. On a une compréhension de ce que Montréal est en train de devenir. Moi, je peux vous dire que j'ai été enthousiasmé par vos propos. Ils donnent espoir. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on peut rajouter un peu d'éclairage parce que vous nous voyez, mais nous... on ne vous voit absolument pas. Et voilà, merci beaucoup. Et je pense qu'il y a des microphones qui sont disponibles dans la salle pour ceux et celles qui voudraient poser des questions. Chez la Côte d'Ivoire, en face de chez Marie Saint-Pierre. Comment Montréal sera dans 5 ans? Je me permets de juste répéter la question parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas entendu. Où est-ce qu'on voit Montréal dans 5 ans en termes d'évolution? Du luxe à Montréal, oui. Voilà. Avec l'ouverture du 4 saisons. Avec? Avec l'ouverture du 4 saisons, puis de tout le luxe. Le Golden Square Mile. Voilà, le nouveau... qui se renouvelle. Bon. Moi, je suis très optimiste. Je crois que ça a été un peu évoqué d'ailleurs. On va dire ça, c'est pas un jugement de valeur, mais Montréal est un peu en séance de rattrapage. Et puis surtout, moi, j'observe dans le profil de la clientèle qui rentre chez nous des gens jeunes et des gens très nouveaux. Ne voyons pas le Montréalais comme un espèce de stéréotype, et là encore, on l'a évoqué, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, c'est merveilleux à observer, et il y a des gens qui ont envie de se faire plaisir de plus en plus. Donc la problématique pour moi dans 5 ans, elle est la même qu'aujourd'hui, c'est que en termes de ce que j'appellerais, pardon pour mon anglais, mais de top of mind, Montréal aujourd'hui n'est pas une destination de shopping pour le luxe. Quand je dis shopping, ce n'est pas juste des magasins, c'est aussi de l'hôtellerie, de la restauration. Il faut le savoir. Il y a une clientèle de connaisseurs, de fine gueule, qui n'a pas mis Montréal sur son radar. Pas encore. Et il ne faut pas manquer cette opportunité parce que tous les ingrédients sont là. Aujourd'hui, tous les ingrédients sont là pour réussir quelque chose de merveilleux, de tout à fait unique, de très singulier. Il ne faut pas qu'on se manque. Ce qui me donne l'impression de manquer à Montréal, c'est en termes géographiques, quand on ferme les yeux, de savoir où on va quand on fait du luxe. C'est extrêmement éparpillé, c'est très saupoudré. On n'a pas à Montréal comme référentiel un Bond Street ou un Sloane Street. On n'a pas un rue de la Paix, une place Vendôme ou une rue du Faubourg Saint-Honoré. Sans être facétieux, on n'a pratiquement même aucune artère commerciale qui n'est pas éventrée pour l'instant. Et ça me semble... C'est autre chose.
me semble-t-il, alors on a évoqué, oui c'est vrai, on a évoqué quand même 4 saisons, on a évoqué ce coin-là, la montagne. Ici, quand je dis ici, je veux dire du côté du Square Phillips, avec Burks, Hôtel Burks, avec ce qui va se passer chez Eaton Center, les ailes de la mode à l'initiative d'Ivano Cambridge. Il y a des ancres, des pôles qui sont en train de se créer. J'espère que la mayonnaise va prendre, parce que ça va être des points de repère. Et je trouve que ça manque à Montréal, ces points de repère. Voilà l'enjeu pour les 5 ans à venir. Une autre question? Oui, est-ce que Marie, vous vouliez intervenir? Non, mais bon? Non, on va continuer. D'accord. Je pense que... Merci. Bonjour, mon nom est Teresa. Je suis responsable du marketing pour la marque Aritzia. Donc, je viens de vous voir depuis Vancouver. Alors, ma question, c'est plus dans le contexte culturel d'ici. Quels sont, selon vous, les enjeux des marques non québécoises qui s'installent au Québec pour bien rejoindre la clientèle québécoise et surtout montréalaise, dans le contexte montréalais, surtout parce que, bon, on a déjà l'enjeu du nouveau luxe, mais aussi l'enjeu de la langue. Donc, comment voyez-vous cet enjeu? En fait, oui, c'est une bonne question parce que les gens, souvent quand je vais à Toronto, les gens disent « Ah oui, mais à Montréal, vous avez un écosystème qui est tellement favorable pour les créateurs. » Mais je dis en même temps, c'est extrêmement difficile de faire affaire à Montréal pour plusieurs raisons, mais la langue est probablement la principale. La plupart des gens ont 3 sites Internet. Nous, on en a 6. Juste mettre à jour, on parlait de la différence entre le français et l'anglais tout à l'heure, juste mettre à jour sans faire de la traduction, sans mettre nécessairement exactement la même chose. Il y a beaucoup de demandes qui sont là. Il y a beaucoup de grandes marques qui sont pas venues, marques de luxe qui sont pas venues parce qu'ils n'avaient pas envie de traduire. Anthropologie a ouvert brièvement sur la rue de la Montagne, ils ont refermé. On s'entend, Anthropologie, c'est quand même une marque qui est très établie. Parce qu'ils n'ont pas voulu investir dans leur site Internet transactionnel ou dans leur site Internet qui a jamais été traduit. La même chose au niveau de la nourriture, on n'a pas de Trader Joe's ou parce qu'on parle du luxe, mais on peut parler de marques aussi américaines qui sont symboliques d'un nouveau luxe, qui viennent pas s'installer localement parce que ils ont pas, ils peuvent pas traduire. Le marché ne justifie pas une traduction systématique de tous les produits. Donc c'est un cadre très particulier pour Montréal et pour l'ensemble du Québec où il y a un développement qui est ralenti par la langue. Mais peut-être qu'à long terme, on sera gagnant justement de pas être envahi par des marques américaines. On aura de la place pour homegrowner des marques locales qui vont offrir des produits ou une alternative à ces old food-là, où on voit le marché Avril là, qui est en train de se développer. Bon, alors, il va y avoir des offres alternatives parce que les gros n'ont pas réussi à venir s'installer ici. Donc, encore une fois, on a l'envers, il y a toujours 2 côtés à une médaille. Et dans ce cas-ci, il y a quelque chose de bénéfique pour les marques locales. Je parle pour Marie Saint-Pierre, par exemple. On est capable d'avoir 25 000 pieds carrés d'espace de travail en plein cœur de Montréal. Il n'y a pas une place, pas une capitale de mode où une compagnie comme la mienne pourrait avoir ce genre de territoire-là facilement. Donc, c'est des avantages aussi pour amener des entreprises à s'investir, pas juste au niveau du retail, mais peut-être au niveau des structures, c'est-à-dire d'ouvrir des bureaux ici. Il y a la langue qui est un facteur détériorant par rapport à l'ouverture des magasins, mais elle est aussi un plus pour les Européens. Un Italien, un Français est content de venir à Montréal parce qu'il ne parle pas nécessairement anglais ou il ne parle pas anglais couramment. Aller aux États-Unis, ça devient plus compliqué. Si on se compare, par exemple, à New York en termes de choix. Quelqu'un qui a un talent, par exemple, ou une expertise dans une industrie du luxe, du haut management, avant de s'en aller sur New York, il va penser à ses enfants, ils vont aller à l'école où, la sécurité, la famille, l'environnement. Quand on pourrait ici avoir un écosystème qui amène des gens de l'industrie du luxe ou ceux qui sont en train de la recréer, ceux qui ont le savoir,
pour s'installer ici, puis peut-être contribuer à faire de Montréal une plateforme logistique du luxe aussi. Alors, il y a toujours... Je peux vous confier que moi, j'ai fait le choix de venir ici, habiter pour que mes 4 enfants grandissent ici. Voilà. Après avoir vécu à Paris, à Londres, après avoir passé 25 ans chez Cartier, chez Boucheron, chez Gucci Group. Je peux vous garantir que tous mes anciens collègues m'envient à mort. Oui, mais exactement. Je le vois chez Marie Saint-Pierre, on attire beaucoup de gens de talent, de grands talents au management parce que c'est un choix de vie familiale qui les amène à Montréal. Donc ça aussi, c'est bien. Une autre question. Et c'est vrai dans beaucoup d'autres industries. On parlait du gaming, entre autres, du jeu vidéo. Montréal est une ville qui attire. Merci. Une autre question, monsieur. Oui, bonjour, je m'appelle Daniel Fournier de Design Caroline Néron. Ma question est pour monsieur Bédot. Comment se fait au niveau stratégique votre lien entre le retail et le web? Donc, on parle beaucoup d'expérience client, on parle d'expérience environnement, retail. Comment se fait le pont au niveau stratégique avec le web? Alors, le pont, il est d'abord évidemment stratégique, vous avez raison. Il faut qu'il soit pragmatique aussi en termes d'exécution. Nous sommes en train de finaliser l'implémentation d'un nouvel ERP qui va nous permettre enfin de connecter notre plateforme e-commerce qui est sur Magento à notre système informatique. Je devais dire enfin, on en a grandement besoin. Oui. Ceci étant dit, pour moi, j'ai une conviction profonde que le retail, le bricks and mortar et le web, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que le e-commerce, c'est du retail. En revanche, je l'ai évoqué tout à l'heure, il faut que les magasins puissent offrir autre chose que ce qu'on offre en ligne. Parce que si le magasin est juste un site, un lieu transactionnel, alors pourquoi se déplacer? Il vaut mieux rester dans le confort de son canapé douillet pour faire juste une transaction. C'est ce que permet e-commerce. Donc la réflexion pour nous aujourd'hui, elle est beaucoup plus de savoir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va proposer dans nos magasins plutôt que de savoir ce qu'on va proposer en ligne. Alors il faut qu'en ligne ce soit pratique, que ce soit rapide, que ce soit convivial, que ce soit tout ce qu'on veut. On connaît tous le vocabulaire de ce qu'il est important d'offrir sur e-commerce. Mais là où on se gratte vraiment la tête, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de plus pour que les gens aient envie de venir dans nos magasins. Ça, c'est un enjeu pour tous les détaillants. Maintenant, la technologie va nous permettre de connecter l'ensemble. C'est ce qu'on appelle le omnichannel, d'accord, ou omnicanal, et donc de savoir de voir des repères, de pouvoir pister, ce qui fait quoi, qui rentre dans les magasins, qui transactionne en ligne, en magasin ou ailleurs. Et toutes ces choses-là, ce sont des services que la technologie rend possibles. Et donc stratégiquement, on va là parce que c'est inévitable. Maintenant, pardon, mais je ne voudrais pas accaparer la parole. Je pense que les détaillants qui aujourd'hui ne vont pas investir dans la technologie vont avoir un désavantage concurrentiel très important. Et cependant, il y a des détaillants qui déclarent de manière affirmative qu'il n'y a pas de Wi-Fi chez eux, qu'ils n'ont pas de site Internet, et que si on veut avoir affaire au produit, et si on veut découvrir le produit, ben, il faut se déplacer et venir. Et ça marche. Ça marche aussi lorsque la proposition de valeur est intéressante. Par exemple, dans votre évocation par rapport au chocolat, je pense à une librairie à New York qui a dit Digital Detox, venez chez nous, soyez à l'aise, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'accès à rien, venez découvrir des livres. Eh bien, moi, ce que j'aime dans les livres, c'est sentir le livre. Et quand on achète un livre en ligne, on ne peut pas sentir les pages. Et donc cette relation sensuelle, cette relation sensorielle à l'objet, pour moi, c'est le grand enjeu du commerce bricks and mortar par rapport au e-commerce. Il faut proposer des choses que le e-commerce qui n'existe pas en ligne. L'odeur, par exemple, est une chose très importante. Merci. À tous ceux qui ont applaudi, on va vous offrir un livre que vous pourrez sentir jusqu'à ce soir. Une autre question. Il nous reste du temps pour deux questions. Voilà. Bonjour, Mélanie Bélan, développement des affaires e-commerce à Poste Canada. Je vais faire du pouce, M. Bédot, sur ce que vous avez dit.
Vous avez parlé de sensoriel, du moins d'allumer les sens. D'abord, j'abonde avec tout ce que vous avez dit durant la discussion. Est-ce que vous êtes d'accord aussi à dire que la notion de plaisir, parce que si je mets mon chapeau de consommatrice et de consommateur, ma définition à moi de luxe, c'est quand je veux me faire plaisir. Quand je vais chez Burke's, quand je vais acheter du Marie Saint-Pierre, quand je m'achète une bouteille de vin qui est plus que 20$, ça c'est mon vin de semaine. Donc quand je veux me faire plaisir, ça coûte pas nécessairement des fois beaucoup plus cher, mais c'est différent. Et c'est là, moi, comme consommatrice, ma définition de luxe. Le voyez-vous, j'imagine que oui, mais voyez-vous ça comme un moteur pour aller chercher des nouveaux clients, pour les amener chez vous d'abord par le plaisir, sans nécessairement nommer le mot luxe? Je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Oui, je suis comme vous. Je pense d'abord au plaisir, donc on partage ça, on a au moins ça en commun, vous et moi, mais il y a beaucoup de gens pour qui ce n'est pas la priorité. La reconnaissance, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, être vu portant une griffe, et finalement, dans beaucoup de marchés émergents, c'est ce qu'on observe, que des gens vont acheter des marques sans savoir même ce qu'ils achètent, pourvu qu'il y ait la marque dessus. On a beau dire nos logos, on a beau dire, comme chez Bottega Veneta, que le produit ne doit pas avoir de logo, mais c'est une clientèle beaucoup plus raffinée que la grande majorité de la clientèle du luxe, hein, qui cherche d'abord le plaisir. Ce sont des connaisseurs qui ont une forme d'éducation. Il faut penser que le marché du luxe, les clients du luxe ne sont pas tous des gens qui sont des connaisseurs qui ont une forme d'éducation. Et il faut aussi avoir l'humilité d'accepter de servir ces gens-là. Merci. Dernière question. Dernière question, Madame Balthazar. Sandrine Balthazar de Vin Balthazar et du Parloir Cave Privée. Ah, je m'excuse, je vais me lever. J'ai trop de choses sur moi, Louise. Je voulais savoir, en fait, comment vous entrevoyez l'avenir du luxe dans une économie de partage pour les générations à venir. Les Uber et Airbnb qui prennent beaucoup plus de place aujourd'hui. Où est la place du luxe dans l'avenir dans une économie de partage? Ah, ben, c'est une super question. Parce que moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a, en ce moment, on le voit, là, il y a une place incroyable qui est en train de se développer grâce aux nouvelles technologies pour le luxe d'occasion, pour le luxe de revente, puis qui développe, comme Marie l'a évoqué au début, qui développe sa propre dynamique. Et puis là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça va non seulement, ça donne une nouvelle vie aux objets eux-mêmes, mais je crois que ça va redéfinir complètement la mise en marché, la proposition, le marketing du luxe, parce que soudainement, tout le concept de acheter pour durer, acheter la montre qu'on va se passer de génération en génération, acheter le sac à main qui va encore être fantastique et dans 30 ans, dans 50 ans, on va pouvoir le donner. Ça, soudainement, ben là, ça prend une nouvelle ampleur extraordinaire. C'est l'inverse du fast fashion, du jetable, du tout ça. Fait que je pense que l'économie de partage, l'économie du recyclé, va donner un nouvel essor à tout ce qui est de qualité et qui s'affiche comme ça, qui est fait par des artisans, qui est fait par des gens qui sont bien payés, pas avec 1 million de produits chimiques pour faire des raccourcis, en tout cas, etc., etc. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup des éléments caractéristiques des biens durables et écologiques, etc., qui rejoignent complètement les caractéristiques des produits de luxe. Et on le voit dans le vin notamment. Les vins les meilleurs, les plus chers, c'est souvent des vins qui sont faits sans intervention, sans pesticides. C'est pour ça qu'ils sont chers, parce que justement, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de passe-droit pour essayer d'en faire plus. S'il y a juste 3 grains qui survivent, ben il y a juste 3 grains qui survivent. On va faire du vin avec ça. Fait que selon moi, toute l'économie équitable, l'économie du partage et tout, va rejoindre le luxe quelque part, dans la mesure où c'est du luxe qui est axé sur ces valeurs-là. Si c'est juste du luxe de projeter des marques, parce qu'il y a ça aussi en tendance, on n'en a pas parlé, il y a comme une espèce de tendance d'afficher les marques, là, comme dans les années 80, qui est en train de revenir. Juste, là, on prend n'importe quelle serviette de bain, puis on écrit une grosse marque, vêtements ou Balenciaga à travers, puis soudainement, au lieu de valoir 20 $, elle en vaut 200. Sinon plus, sinon 800, c'est ça qui est fou. Il y a des vêtements en ce moment, là, des jeans. Ben, le t-shirt champion. Oui, c'est ça. Il y a des choses vraiment
juste là, en tout cas, c'est un aparté, mais bref, voilà. Ça rejoint un certain nombre de personnes peut-être qui sont enrichies rapidement puis qui n'ont pas eu le temps de se cultiver, mais bon. Deux pôles. Il y a comme deux pôles, en fait. C'est comme s'il y avait... Mais souvent, il y a ça dans la vie. Hein. Ça s'en va dans deux directions. Oui, ou c'est une façon dérisoire de porter le luxe en disant « Oui, je l'ai acheté à 600 $, même s'il vaut 20 $. Il y a les deux pôles. Il y a le côté... on parlait d'éducation aussi. Je pense que c'est important dans le luxe. Les gens qui sont éduqués, il y en a qui ne sont pas éduqués, qui achètent parce que ça leur permet d'acquérir un statut rapide. Je porte, donc je suis. Et d'autres qui sont peut-être plus sur j'expérimente, donc je deviens. C'est bon, ça. Mais les plateformes de vente, en tout cas d'objets d'occasion, sont en explosion en ce moment. Là, les vestiaires collectifs, les The Real Real et tout ce monde-là. Ils sont en train, puis il y en a quelqu'un qui a même trouvé un joint dans son jacket dernièrement, oui, qui a acheté. Donc, il y a aussi des souvenirs dans les poches. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle mode, les gens vont laisser des petits mots dans leur jacket vintage pour celui qui le récupère, comme une bouteille à la mer. Michel André, vous vouliez intervenir? Oui, ben, dans l'économie de partage, on sait aussi le phénomène Uber Eats, Grizzly ou autre, qui permet de faire le dernier mille que le détaillant ne peut pas faire. Souvent, c'est l'occasion, l'immédiateté d'avoir un produit, puis comment je peux l'avoir, puis me le faire livrer dans une demi-heure, parce que là, je suis dans un party, puis je veux tel produit, puis tu viens de parler de Gilles Saint-Laurent, puis ça, on le voit que l'économie de partage, ce dernier mille-là, que le détaillant, s'il n'est pas complètement une structure, un écosystème omnicanal, mais ça va être pris par un marché parallèle. Puis les gens, on commence à le voir, les gens, il y a de la revente via certaines plateformes la nuit pour certains produits alcooliques et tout ça. Donc, effectivement, à un moment donné, ça va. Le besoin immédiat, c'est ce que répond souvent ces plateformes de partage. Très bonne remarque. Malheureusement, on doit mettre un point final, mais non pas sans, parce qu'on parlait d'économie de partage, sans vous parler de Relux. Relux demain soir, justement, au profit du chaînon. Des Dames de Montréal nous ont donné des vêtements que nous allons, et puis il y aura par la suite un encan qui suivra ça. C'est demain soir, c'est le premier défilé, Chantal, premier défilé qui ouvrira les défilés du festival. Alors, c'est à 18h30. On vous attend tous, évidemment. Et puis, merci encore. Merci beaucoup. Michel André, Marie-Claude, Jean-Christophe, M. Nantel. Merci au nom du Cercle Marocain.